Voilà. Bonsoir aux personnes qui sont présentes en live et bonsoir aux personnes qui regardent ce replay. Bienvenue dans cette vidéo où on va voyager dans l'être, voyager un peu ensemble et apprendre à voyager, dans le quotidien. Et je vais vous dire un peu ce que j'entends par là. Ça peut sembler un peu abstrait comme ça. Hem, on va commencer par un traditionnel petit temps de centrage et j'invite ceux qui regardent l'enregistrement à le faire avec nous. Parce que ça permet d'être dans un état qui est plus propice, plus réceptif à ce qui va venir et que c'est une pratique qui est utile de toute façon. Donc juste, quelques secondes, on met la conscience à l'intérieur. On peut approfondir la respiration et se connecter à ce qu'il y a, sans essayer de le changer. Et ça nous permet déjà de connecter à un état d'être présent, parce qu'on a toujours un état d'être et c'est la thématique de ce soir. Donc ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est la base et le fil rouge de cette thématique. Et vous pouvez peut-être constater aussi comment, quand on observe un état d'être, en général, on le voit se modifier parce que la conscience agit, même s'il n'y a pas de volonté. Et on peut prendre encore une grande inspiration et rouvrir les yeux et on va démarrer la présentation. Alors, hop, c'est parti. Voilà. Donc, cette conférence, ce webinaire, je l'ai intitulé «Voyager dans l'être», ce qui est déjà un peu peut-être un peu abstrait pour certaines personnes. Ce qui suppose que l'être, ce soit une sorte d'espace à l'intérieur duquel on puisse voyager et donc qu'il y ait différentes manières d'être. Si je vous parle d'état d'être, ça vous parle peut-être un peu plus. Un état d'être, c'est un certain état dans l'être. C'est comment je suis maintenant et donc c'est très, c'est presque synonyme de sentiment, mais c'est des sentiments qui sont pas juste une émotion de surface, peut-être un peu brute comme ça, c'est vraiment on va essayer d'aller dans la finesse et dans le subtil. Parce que notre état d'être au présent, il est, d'une subtilité qui est insondable. C'est-à-dire on il y a des premières choses, les choses les plus évidentes qui nous viennent en conscience, mais quand on plonge dedans et qu'on explore ça comme si c'était un endroit, on se rend compte que, il y a des vibrations plus subtiles qui se font sentir et on peut toujours aller plus loin comme ça dans la subtilité et tout ça peut se modifier, ça peut changer de couleur, co un peu comme dans un rêve et donc au cours d'une journée déjà, on voyage dans l'être sans forcément s'en rendre compte. L'idée là, ça va être de le conscientiser et d'apprendre à l'orienter d'une certaine manière et dans un certain équilibre entre, volonté et laisser faire. Je vais introduire aussi un concept qui est de alors, c'est pas moi, il m'a pas été inspiré directement, je l'ai entendu de quelqu'un d'autre, mais pas avec ce mot-là et c'était pas en français. Moi, j'ai appelé ça visa de conscience.
Donc je vous laisse la surprise, je vous montrerai un peu plus loin dans la conférence ce que j'entends par là. Et ça permet donc de naviguer dans les états d'être. Donc c'est la thématique de ce soir. OK. Alors, quelles sont les questions auxquelles on va répondre au cours de cette soirée? J'essaye, comme d'habitude, de les synthétiser en 3 ou 4 questions. Peut-on changer comment on se sent? Ça, c'est simple et en même temps tellement profond. Le jour où j'ai découvert que je pouvais choisir mon sentiment, ça m'a fait un waouh tellement grand, j'avais envie de le dire à tout le monde. «Eh, vous savez quoi? On peut choisir comment on se sent. On peut changer de sentiment». J'ai joué avec ça comme un enfant pendant des mois. C'était magnifique. Après, j'ai senti que ça manquait d'équilibre, c'était très masculin, voilà, et puis je suis revenu vers du plus féminin où je me laissais sentir ce qui venait, quel que soit ce que c'était. Maintenant, c'est plus intégré. Et là, je réponds un peu à la deuxième question aussi: est-il souhaitable de changer comment on se sent? Alors, une petite seconde, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Bonsoir Catherine. Hop, voilà. Bonsoir Cat. Coupez ton micro et on continue. Donc, est-il souhaitable de changer comment on se sent? Eh ben, oui, parce que l'idée, c'est de se sentir comme on a envie de se sentir et en même temps, on va voir que ça se force pas non plus. Donc, il y a un équilibre masculin-féminin à trouver ici et comment naviguer dans les états d'être? Eh ben, on va voir ça un peu plus en détail tout à l'heure et je vais aussi parler de, une certaine définition du sentiment qui est peut-être une définition que vous avez pas entendue jusqu'ici. Voilà. Et encore cette phrase: «Apprenons à marcher spirituellement» parce que c'est ça qui me passionne. J'ai l'impression que, pour l'instant, l'humanité, elle marche à 4 pattes et qu'on s'est habitué à ça et on croit qu'il y a que ça et quand un enfant se met debout, tout d'un coup, le monde change, en fait. Le monde se c'est le même monde autour, mais tout d'un coup, il est debout, il a ses 2 mains à disposition et là, ça dépote, ça change tout. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on est en train d'apprendre à faire, spirituellement. On est en train de découvrir un peu des outils qu'on a dans la conscience. Et moi, ma passion, c'est de découvrir et d'explorer ces outils-là et de les transmettre au monde. Voilà, comme d'habitude, 3 valeurs et c'est un peu aussi une précaution dans laquelle je vous invite à entrer, et qui me permet aussi de définir, ma posture, donc qui tient sur ces 3 choses-là. Peut-être que, c'est présent dans chacun de mes webinaires, mais je le redis parce que c'est important. Souveraineté, tu es libre de croire ce que tu veux. Ça veut dire que vous faites votre marché, il y a peut-être des choses ici qui vont vous parler, d'autres choses qui vont moins vous parler. Dites-vous que c'est juste le point de vue d'Étienne, même si Étienne en parle avec beaucoup de conviction, parce que pour lui, c'est très vrai, c'est très réel, c'est très expérientiel. Donc moi, je vous parle de quelque chose que je connais d'expérience, que j'ai pratiqué, donc j'ai plus de doute dessus. Il y a certaines choses que je continue encore d'intégrer et de pratiquer aussi, et en tout cas, je suis convaincu, au moins intellectuellement. Mais ça veut pas dire qu'il faut que vous le soyez aussi juste parce que moi je vous le dis, quoi. Voilà et en même temps, je vous invite juste à être ouvert, donc c'est le troisième. Il y a toujours plus de choses à découvrir. Prenez ce point de vue, essayez-le et puis voyez, comment ça se passe pour vous et puis adoptez-le ensuite si ça vous fait du bien, si ça vous parle. Et enfin, compassion, tu es digne d'amour quel que soit ce que tu traverses. Ça aussi, c'est important parce que dans cet équilibre masculin-féminin, on dit: «Tu es libre de croire ce que tu veux, tu es souverain, souveraine». Ça peut vouloir dire ça peut sous-entendre: «Débrouille-toi avec ta vie» et parfois il y a des choses qui ressortent dans ces conférences qui on va on explore un peu le monde intérieur et parfois ça peut être difficile de voir ce qu'on voit en soi et donc j'ai envie de dire de rappeler ça parce qu'on se sent souvent illégitime ou indigne.
Tu es digne d'amour, quel que soit ce que tu traverses, quels que soient les choix que tu as faits, les expériences que tu t'es créées. Tu l'impression ou pas de les avoir créées. Tu es digne d'amour. Voilà. Alors, ça, c'est, comme je vous le disais en introduction, la thématique de ce soir. Et j'ai envie de le dire haut et fort comme ça, avec un message euh, écrit gros. Soyons étudiants du sentiment. Ce mot est bien choisi. Étudiant, c'est pas juste, c'est cool de se demander de temps en temps comment on se sent. C'est d'étudier le sentiment. Et on va voir un peu plus loin pourquoi et comment c'est si important. Pourquoi c'est si important et comment le faire. Comment le faire, j'ai pas trop d'étapes en fait. On met la conscience à l'intérieur et on écoute, on observe. C'est ni avec les yeux ni avec les oreilles, c'est avec la conscience, mais vous avez compris. Et l'idée, c'est de s'écouter à l'intérieur suffisamment souvent pour pouvoir, donc en devenant étudiant, comme s'il y avait un objet d'étude, pour pouvoir ressentir cette espèce de champ magnétique. Je pense qu'on peut dire que c'est un champ magnétique qui est en nous et qui dépasse un peu le corps physique comme ça, et qui nous donne des informations fines et très importantes et très utiles sur notre chemin, nos choix, l'état de notre personnage. Et si on arrive à sentir les corrélations entre les choix qu'on fait et les sentiments que ça fait naître en nous, eh ben, on va pouvoir devenir de plus en plus intelligent dans notre manière de conduire notre vie. Donc c'est essentiel. Pour moi, on ne peut pas dépasser un certain seuil dans la croissance personnelle sans devenir sérieusement étudiant du sentiment, du ressenti. Voilà. Alors, cette diapo-là, si vous me suivez depuis un moment, vous voyez qu'elle est là presque à chaque fois. Et en même temps, à chaque fois, vous allez voir que je vais la préciser par rapport à la thématique du jour. Mais je refais un petit topo de ça, et même si vous l'avez déjà entendu, je le dis toujours avec des mots différents, et c'est tellement loin du système de pensée dans lequel on vit actuellement, que ça vaut le coup pour moi d'avoir une piqûre de rappel. Donc l'idée, c'est que pour l'instant, on vit notre vie en s'identifiant à une personne. On se dit, je suis une personne. Ah, attendez. Hop, j'entends qu'il y a un souci. Donc, je reviens. Merci Aline. Il paraît que vous ne voyez pas les diapos. Tu veux me dire, Aline, depuis quand? Peut-être depuis que Depuis le Frédéric... début. Depuis le début, on a eu aucune de tes 3 diapos. Ah merde. Ok. Bon, bah pour l'instant, c'est pas trop... Mais moi, je Ah, vois les vidéos, je vois les diapos. ah toi, tu as Ah, vu les diapos. Ah oui, oui, Ok, moi, je vois toutes les diapos depuis le début. ah mais pas moi. ok. Donc c'est peut-être chez Aline. Et là, tu vois, Aline? Oui, Pareil chez moi. oui, Ok. Pareil ça chez me moi, dit. je vois tout. Toi, tu vois tout. Ok, bon, bah, au moins pour l'enregistrement, c'est bon. Et donc, pour toi, Aline, voilà, ça, c'était la diapo de démarrage, comment on se sent, naviguer dans les états d'être. Celle-là, tu la connais. Soyons étudiants du sentiment, avec cette image que j'ai bien aimée. Je m'amuse beaucoup à trouver des images. Et donc, on arrive ici sur le jeu spirituel. Et donc, je disais, nous sentons être une personne, nous nous voyons comme étant une personne, et on dit, je suis Étienne Gigant. Eh ben, scoop, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas la seule vérité, et c'est pas la plus vraie, si je peux parler comme ça. C'est comme si l'idée, et ça, c'est l'idée de l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, ça consiste à considérer d'abord et puis ressentir, vivre pleinement le fait que derrière cette forme que je me vois être, il y a une sorte de lumière, il y a quelque chose de sans forme qui est derrière, en arrière-plan. En arrière-plan, c'est une image, hein. C'est difficile de décrire ça, et qui est notre nature véritable, et qui est une sorte de lumière blanche infinie, et en même temps, elle s'individualise pour pouvoir vivre
certaines expériences, puisqu'on a chacun une âme individuelle et en même temps, il y a des strates. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que c'est très complexe et c'est pas utile ce soir. Disons que, imaginez que c'est comme si, je vous mets dans la métaphore théâtrale qui est celle-ci. Vous avez envie de vivre une certaine expérience théâtrale et vous avez du coup, vous vous dites: «J'ai envie de vivre telle thématique dans une histoire théâtrale et j'ai envie d'être le personnage principal de cette histoire et en jouant ce personnage-là, je vais vivre cette thématique». Imaginez que vous allez demander à un ami ou une amie qui est metteur en scène, parce que vous êtes sur scène, vous allez être sur scène en tant que personnage, vous allez demander à quelqu'un du coup de vous mettre en scène. Donc de créer les scènes qu'il faut pour que vous puissiez vivre votre intention de vivre une certaine expérience. Donc le metteur en scène va trouver des décors, trouver d'autres personnages et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vivre cette expérience en tant que personnage. Donc le personnage, c'est l'acteur en fait, mais c'est l'acteur en tant que personnage. Et il reste toujours l'acteur en tant qu'acteur derrière comme une conscience en arrière-plan. Et imaginez que la vie que vous vivez depuis que vous êtes conscient, depuis votre naissance là, et ben, c'est la vie dans ce théâtre-là, comme si ça a commencé à votre naissance, tac, cette expérience de vie. Et que l'éveil spirituel, c'est un moment de l'histoire de cette expérience où, depuis le personnage, vous découvrez, vous vous rappelez du fait que c'est vous qui avez commandé cette histoire et vous avez demandé à un metteur en scène de la mettre en scène. Et tout ce qui s'est passé, du coup, c'est complètement cohérent et orchestré par rapport à la thématique que vous avez voulu vivre. Et ça nous donne du coup ces 3 entités qu'on appelle parfois corps, âme, esprit. Alors, en général, on entend parler de ça pas mal avant de commencer à envisager que ce soit peut-être vrai, puis quand on envisage ça, on commence un petit peu à y croire, mais un petit peu de loin. Et avant d'y croire au point qu'on en a conscience à chaque instant de ne pas être ce petit moi, mais d'être quelque chose de beaucoup plus grand et entièrement puissant et qui décide de tout en arrière-plan. C'est moi qui c'est moi qui commande ma vie. Donc avant d'arriver là, en général, ça prend pas mal de temps. Il y a des gens qui sautent d'un coup aussi, pouf, et ça fait un gros choc dans la conscience. C'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Voilà, et les 3 ensemble, j'appelle ça le jeu spirituel parce que c'est à la fois un jeu théâtral et en même temps un jeu ludique. Et c'est comme ça que la conscience se vit elle-même à travers une forme. OK, maintenant, je vais associer ça à la notion d'état d'être ou de sentiment. Tac. Et ça, c'est peut-être probablement nouveau pour vous. Je vous invite à, heu, envisager cette définition du sentiment qui est l'écart de point de vue entre acteur et personnage. Donc, imaginez que quand vous vivez une scène de vie, en tant qu'acteur, vous savez que cette scène, elle est là, heu, pour vous fournir une expérience et elle correspond à ce que vous avez demandé et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette scène? C'est forcément quelque chose de réjoui. C'est forcément non seulement en pleine acceptation, mais en pleine réjouissance. Il y a un énorme kiff, même si c'est un drame qui se joue. Même si c'est un drame qui se joue, en tant qu'acteur, on sait que le drame, il fait partie d'une histoire fictive et donc on va pas vraiment mourir dedans. En fait, on est sur scène, quoi. C'est une impro théâtrale et s'il y a ça qui se joue, c'est que le metteur en scène a amené ça pour répondre à notre intention d'acteur et donc c'est juste, c'est OK et même si on ne sait pas comment ça va se passer parce qu'on se garde la surprise, on sait que ça correspond à notre demande. Donc le point de vue de l'acteur, il est toujours lumineux, c'est une lumière. Mais le personnage, lui, le personnage, il est sur scène, il est dans la scène qui est vécue, donc éventuellement un drame et lui, il peut entre guillemets «mourir», même si c'est une fiction, ce personnage, mais dans la scène, il peut très bien ce personnage peut mourir. Dans les histoires, il y a des personnages qui meurent
ou qui souffre. Donc le point de vue du personnage est potentiellement pas autant lumineux que celui de l'acteur. Et en fait, quand les 2 sont en accord, quand le personnage a un point de vue lumineux sur la scène qu'il est en train de vivre, le sentiment est lumineux. Quand le personnage a un point de vue qui est, souffrant, négatif, tendu sur sa situation, comme c'est différent de l'acteur, c'est éloigné du point de vue de l'acteur, le sentiment va être tendu, négatif. Donc se sentir bien, ça veut dire, selon cette définition, ça veut dire être soi-même. Et c'est le but du jeu spirituel, c'est que l'acteur puisse se vivre l'expérience de se retrouver lui-même, les qualités de l'acteur, les qualités qu'il a en tant qu'acteur, retrouver ça en tant que personnage dans une scène, dans une expérience vécue avec les 5 sens, quoi. Et donc plus on se permet d'être soi-même en tant que personnage, c'est-à-dire d'être fidèle à ce qu'on est vraiment, à l'acteur, plus on se sent lumineux, lumineuse, rayonnant, rayonnante, joyeux, joyeuse. Et là, vous voyez pourquoi je vous parlais d'être étudiant du sentiment. C'est que quand vous savez ça, si vous adoptez cette définition, ce que je vous invite à faire, à essayer dans votre vie, vous savez que quand vous écoutez votre sentiment, vous écoutez en même temps à quel point vous êtes fidèle à vous-même. Si vous vous sentez mal, c'est que vous êtes en train de vous renier. Vous êtes en train de croire quelque chose à propos de vous-même qui n'est pas la vérité, qui n'est pas cohérent à la vérité. Vous êtes en train de retenir un élan joyeux parce que vous pensez que c'est mieux comme ça. Et donc cette résistance-là, c'est une résistance à soi-même. Cette résistance crée un sentiment négatif. Et on peut résister un peu ou beaucoup. Et donc, alors, je rentre un peu plus dans le détail de ce que je viens de dire là, ce qui est de la structure de l'ego. Donc ici, acteur, personnage, il y a le metteur en scène aussi, mais pour l'instant, je laisse un peu de côté hein, pour ce qui est du sentiment. On va dire que le metteur en scène, il crée les scènes. Voilà. Ici, je garde l'acteur et le personnage. C'est une métaphore, mais je trouve qu'elle est assez parlante. Peut-être qu'elle va vous faire sourire. L'acteur, imaginez que c'est comme un projecteur, c'est une lumière. Cette lumière, alors elle a déjà une certaine teinte parce qu'elle porte en elle-même un désir de se vivre en tant que quelque chose et comme je disais, elle est individualisée aussi, mais ça reste une lumière. Cette lumière, quand elle arrive dans le personnage, donc dans le monde de l'histoire, elle passe à travers des filtres. Donc tout ça, c'est le personnage. Le filtre du personnage, le premier gros filtre, et du coup le plus important, c'est les croyances. Et j'ai représenté ça comme une passoire à l'envers. Imaginez qu'on a une passoire sur la tête et que de notre propre lumière qu'on s'envoie à nous-mêmes depuis en haut, c'est des métaphores, hein, tout ça. Du coup, il n'y a qu'une partie de cette lumière qui arrive à la couche qui est en dessous. La couche qui est en dessous, c'est les sentiments. Donc c'est comme si du coup cette lumière elle est projetée à travers des trous et donc elle arrive sur une surface et on voit de la lumière là où il y a des trous. Donc c'est quoi ces trous en fait? C'est des endroits où les croyances sont conformes à cette lumière. C'est-à-dire ce que je crois sur moi à cet endroit-là en tant que personnage, ce que je crois sur moi, c'est cohérent à ce que je suis vraiment. Et donc ça génère dans ma couche de sentiments. Je parle de couches parce que là, on est sur des strates, mais c'est dans la sphère de mes sentiments, ça génère quelque chose de lumineux. Et puis, le noir ici, c'est là où il y a une croyance qui contredit ce que je suis. Et ça crée du coup du noir. Alors, il y a beaucoup de nuances là-dedans, et là, j'ai représenté juste blanc et noir pour simplifier. Donc, c'est comme d'habitude, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est c'est une bonne entrée en matière. C'est déjà pas mal. Si déjà on peut avoir ça en tête.
et puis à partir de là, on pourra aller plus loin. Et du coup, dans nos sentiments, il y a des choses lumineuses et il y a des tensions et des résistances. Et donc, si à partir de ce soir, vous pouvez vous dire: «À chaque fois que j'ai un sentiment qui est qui n'est pas lumineux, joyeux, c'est directement un reflet d'une croyance que je porte et qui contredit ce que je suis véritablement en arrière-plan, au-delà du personnage». C'est une autre manière de dire que ce que je ressens, c'est l'écart entre le blanc et le système de croyance. Là, je précise un peu. Je disais c'était l'écart entre l'acteur et le personnage. Plus précisément, c'est l'écart entre en fait, c'est l'état de mon système de croyance. Plus il y a de trous dans la passoire, plus la passoire est transparente, plus je suis fidèle à la lumière que je suis et plus mes sentiments sont lumineux. Plus mon système de croyance est opaque, plus mes sentiments sont obscurs. Hem, vous pouvez prendre ça mécaniquement. Donc c'est pas, ça fait partie de mon but dans ces conférences, c'est de démystifier des choses qui sont c'est parce que pour l'instant, on marche un peu à l'aveuglette. On commence un peu à s'ouvrir à notre monde intérieur tout juste. On a beaucoup vécu à l'extérieur en essayant de gérer les choses comme on pouvait dans notre environnement. Là, on commence à s'intéresser à ce qui se passe dedans, mais on comprend pas grand-chose encore, on n'a pas beaucoup les outils. Quand je dis pas grand-chose, c'est l'humanité est encore jeune et par rapport à ce que ce sera bientôt, il y a beaucoup de gens qui mettent jamais la conscience à l'intérieur. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent nous permettre déjà de poser un peu des trucs clairs. C'est en fait, il y a une mécanique. Ça marche pas n'importe comment et quand on comprend, c'est beaucoup plus facile de naviguer dans la vie. Et enfin, en bas, les comportements, et ben, c'est ce qui découle directement des sentiments. Vous avez pu voir probablement que si vous avez l'humeur chantante, vous allez probablement vous mettre à chanter, à danser, vous allez avoir des élans, des idées de choses à faire. Donc vos comportements, en fait, vont découler de vos sentiments. Si vous vous sentez déprimé, vous aurez du mal à ne pas rester assis, voire couché. Vous aurez du mal à bouger. Donc ça c'est carrément même notre système nerveux qui est impacté par les sentiments. Alors certains diront que c'est dans l'autre sens, c'est le système nerveux qui crée les sentiments. Moi, je le vois dans ce sens-là. Il y a des rétroactions aussi, mais en termes de causalité, je le vois dans ce sens-là. Voilà. Maintenant, donc on a dit c'est pas soit blanc, soit noir, c'est un peu plus complexe et c'est ce qu'on va voir juste ici avec l'échelle de Hawkins. Alors, c'est quelque chose qui est assez connu dans les sphères de la spiritualité, on va dire. Ce monsieur Hawkins, qui est décédé en 2012, hem, il a fait des tests kinésiologiques. Donc si vous savez pas ce que c'est, l'idée c'est, c'est de tester le niveau énergétique d'une personne. Donc avec des phrases, des suggestions, on teste en appuyant par exemple sur le bras, on peut le faire autrement, mais on appuie comme ça et en fait selon la réponse musculaire, ça nous donne une information si c'est oui ou non. J'ai pas le détail de comment il a fait ça, hem, mais en fait il a pu déterminer des nombres, alors je sais pas quelle est l'unité aussi, mais dites-vous que ces nombres-là, ça correspond à, à quel point on est cohérent entre personnage et acteur. Donc ici, on est très cohérent, ici, on n'est pas très cohérent. Et en fait, du coup, il a fait une échelle et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, les sentiments, il y a quelque chose de linéaire dans les sentiments. On les représente pas toujours comme ça et d'autres représentations sont aussi valables, hein. C'est pas une ou l'autre, ça peut être plusieurs en même temps, mais celle-ci est vraiment valable. C'est comme la température, c'est plus ou moins chaud ou froid. Et ben ici, on est plus ou moins en accord ou en désaccord avec ce qu'on est vraiment en tant qu'acteur et que pour l'instant on ressent pas beaucoup, dont on n'a pas trop conscience pour l'instant en tant qu'humain. Et donc on a une échelle, plus on est bas, plus on est loin
du point de vue de l'acteur. L'acteur, lui, il est toujours réjoui. Si on est dans la honte, la culpabilité, l'apathie, c'est qu'on a un point de vue sur les choses qui est très éloigné de ça. Ce qu'on se raconte de la situation est très éloigné. Et puis donc plus on monte et plus on est en cohérence. Donc plus on monte, plus le système de croyance est en accord avec l'acteur, l'identité véritable, et le sentiment est de plus en plus lumineux, et le comportement de plus en plus aligné ou cohérent, fonctionnel, c'est-à-dire on fait ce qui nous fait du bien, plutôt que de faire ce qui nous fait du mal. Parce que vous avez pu voir sans doute que plus on descend, plus on fait des choses contre-productives, des choses qui nous entretiennent dans ce qu'on n'aime pas. C'est pour ça que je parle d'alignement ici. OK. Alors ça déjà c'est une première chose et ça me donne envie de revenir ici, comme pour remettre une couche sur ce sujet-là, sur ce message-là. Soyons étudiants du sentiment et maintenant qu'on a vu un peu plus ce que c'est, donc selon la définition que j'ai donnée ce soir, j'ai étoffé un peu ce truc-là. Vous voyez peut-être un peu mieux pourquoi être étudiant du sentiment et j'ai ajouté du coup cette petite phrase: «Pour être toujours plus soi-même». Alors, heu, je sais pas si c'est le moment de le dire, mais être plus soi-même, du coup je vais le dire quand même. Je le vois de 2 manières, c'est qu'en en étudiant les sentiments, on élargit notre sentiment de soi. Donc c'est comme si le soi déjà il grandit et plus on étudie les sentiments et plus naturellement on va s'orienter vers ceux qu'on préfère et donc on est mieux soi-même. Donc le soi est plus grand et on est plus soi-même. Voilà, c'est 2 sens. Je vous propose ici de faire une petite pause pour ressentir. Si ça vous aide, vous pouvez mettre une main sur votre poitrine, comme pour mieux se connecter et imaginez qu'il y a une sorte de couleur et comme sur cette image, il y a un champ magnétique avec des couleurs. Peut-être que vous allez avoir des couleurs qui vous viendront. En tout cas, il y a une certaine vibration et vous pouvez vous apercevoir qu'il y a, peut-être plusieurs vibrations qui sont pas toutes les mêmes. Parfois, il y a de la joie et de la colère et en même temps, il y a aussi une vibration générale. Comme s'il y avait une tonalité générale et à l'intérieur de ça, des harmoniques. Pour ceux qui sont musiciens, c'est comme des sous-tonalités qui sont moins fortes que la dominante, c'est la vibration dominante principale, sont plus subtiles et ça constitue en quelque sorte le timbre, comme en musique quoi, entre un la sur une guitare ou un la sur un piano, sur un violoncelle ou une trompette. C'est pas le même timbre parce que c'est pas les mêmes harmoniques. Donc il y a des vibrations fines, subtiles et plus on écoute et plus on peut sentir ça et il se peut que vous puissiez aussi sentir des mouvements, comme si c'était une sorte de fumée qui fait des volutes. Peut-être qu'il y a des endroits plus chauds que d'autres, des endroits plus froids
Moi, j'ai les genoux qui chauffent beaucoup là. Je sais pas pourquoi. Et je vous invite à sentir la tonalité principale et à vous souvenir que ce sentiment, il reflète à quel point vous êtes en accord ou en désaccord, en cohérence ou en incohérence, en tant que personnage, avec ce que vous êtes en tant qu'acteur, en tant qu'âme, en tant que lumière en arrière-plan, qui est aussi notre part divine. Plus le sentiment vous paraît résistant, tendu, plus ça veut dire que dans votre système de croyance, la passoire qui est sur votre tête, eh ben, cette passoire, elle est opaque, plus ou moins donc. OK, prendre une grande inspiration et revenir ici. Et on va continuer. Donc jusqu'ici, on était dans une définition du sentiment, une entrée en contact avec le sentiment d'une manière qui est peut-être nouvelle, peut-être plus fine qu'avant, je ne sais pas. Maintenant, on va rentrer dans l'idée de naviguer. Alors, je commence par une définition de ce concept de visa de conscience. Voici cette définition. Un visa de conscience, c'est un moyen par lequel on se permet d'entrer dans un autre état de conscience. Un visa de conscience, c'est un moyen par lequel on se permet d'entrer dans un autre état de conscience, donc un autre sentiment. Je vous ai mis ici un visa politique pour vous dire un peu d'où m'est venue l'idée. En fait, quand on parle d'état de conscience, je me suis dit: «Tiens, c'est un peu comme des états politiques. Si je veux aller en Chine, il va falloir que j'aille à l'ambassade et que je me fasse faire un visa». Et ce visa, c'est la permission que l'humanité me donne pour entrer librement sur le territoire chinois. Ici, c'est pas des états politiques, c'est pas des états géographiques, c'est des états de conscience. Et peut-être que vous vous dites: «Mais je peux faire ce que je veux dans ma conscience, j'ai pas besoin de permission». Et c'est vrai, je reviendrai un petit peu là-dessus à la fin. C'est vrai, mais bien souvent, on a beaucoup de mal à se permettre, en fait, on sait déjà à peine qu'il est possible de naviguer dans la conscience. Et même quand on sait qu'il est possible, on sait déjà qu'il est possible d'être en colère ou joyeux, mais on ne sait pas forcément qu'on peut provoquer un état. Donc c'est comme si dans nos croyances déjà on porte une idée qui dit: «J'ai j'ai l'état d'être que j'ai actuellement et il n'est pas possible de changer ça». Je suis même peut-être pas conscient d'avoir cette croyance-là. Je me dis: «J'ai l'état d'être que j'ai maintenant et ça va pas changer comme ça, quoi». Et d'ailleurs, en général, si on n'aime pas notre état d'être, on va quand même chercher à manipuler le monde extérieur pour faire en sorte d'avoir les conditions qui, d'après ce qu'on croit, vont nous permettre de nous sentir mieux. Donc ça, finalement, c'est déjà un visa de conscience. Si, vous êtes avec quelqu'un, qui vous envoie des gros jugements et que vous vous sentez mal face à cette personne, vous vous dites: «Si elle me traitait gentiment, je me sentirais bien». Donc vous allez peut-être essayer d'utiliser une stratégie qui fait en sorte que la personne en face de vous, elle se mette à être sympa. On a tous fait ça, tout le monde fait ça, voilà, on apprend à faire ça.
Et ça, c'est déjà un visa de conscience parce que j'ai pas besoin de l'autre pour me sentir bien, en vérité, mais je crois qu'un changement chez l'autre va me permettre d'entrer, moi, dans un autre état de conscience. Vous voyez pourquoi je parle de se permettre d'entrer dans un autre état de conscience? J'attends de l'autre, j'attends de mon environnement que qu'il crée des conditions qui fassent en sorte que, selon mon système de croyance, je me permette d'entrer dans un autre état de conscience. La vérité, c'est que j'ai pas du tout besoin de conditions extérieures, mais tant que je crois que j'en ai besoin, et ben, c'est l'expérience que je fais. Peut-être que vous aurez du mal à me croire, vous allez vous dire, si vous vivez un vrai drame, je sais pas, vous perdez vos enfants, bien sûr que votre état d'être, il est conditionné. Et ben, on est d'accord, il y a des cas qui sont plus faciles que d'autres en termes de choix d'état d'être. Et pour l'instant, on a tendance à être très attaché aux conditions extérieures. Et c'est pour ça qu'on n'a pas du tout l'impression de choisir. Mais il existe des personnes, et de plus en plus, qui font l'expérience de se rappeler qu'elles ont le choix de leur état d'être et qui choisissent consciemment de saisir ce pouvoir-là pour choisir l'état dans lequel elles veulent être. Et c'est là qu'on pourrait dire, c'est pas très humain parce que, être humain sur terre, c'est ressentir des choses, c'est vivre les trucs comme ça vient, en fait. Et si c'est un drame, et ben, on est triste, on est en colère et puis c'est comme ça, en fait, c'est ça la vie. Et en fait, c'est une manière de vivre la vie et on pourrait en vivre d'autres. En fait, l'expérience de choisir son état d'être dans un contexte qui habituellement ne génère pas automatiquement cet état d'être-là, ça, c'est une expérience de vie qui est très intéressante à vivre et à explorer aussi. Moi, ça fait plusieurs années que je pratique ça, pas toujours avec succès d'ailleurs, mais de plus en plus à force, et je trouve ça vraiment intéressant et notamment si j'arrive à rester toujours serein, ça veut pas dire qu'il y a pas, dans mon personnage quelques réflexes, mais il y a quelque chose derrière ce personnage, donc ça va avec un éveil spirituel où je sais que je suis plus que ce personnage. Je sens l'état qui vient et j'ai du recul dessus et du coup, je peux en choisir un autre et réorienter ça et parfois me retrouver à être très joyeux dans une situation où 1 an plus tôt, j'étais hors de moi, quoi. Et finalement, ça me rend beaucoup plus disponible pour répondre à la situation d'une manière constructive pour tout le monde. Donc, à ceux qui me disent, «On est là pour vivre les choses», j'ai envie de dire: «On est aussi là pour s'éveiller de plus en plus à notre pouvoir de vivre les choses comme on veut les vivre» et c'est toujours vivre les choses, mais plutôt que de laisser nos conditionnements choisir pour nous quel impact la situation va avoir sur nous, je vais choisir de saisir les rênes en moi-même de ça. Et ça, c'est une manière de se mettre debout intérieurement. Alors, encore une fois, compassion, si si vous essayez de faire ça et que ça marche pas du tout et que vous sentez que c'est pire qu'autre chose, peut-être que vous allez forcer à dire: «Je veux me sentir joyeux, je veux être sereine» et que ça marche pas. Compassion, hem, vous allez voir, on ne force pas un sentiment, un état d'être. Donc ça se fait de manière, peut-être plus subtile que ça en tout cas. Et si vous y arrivez pas et que votre situation est difficile, c'est OK, compassion, c'est acceptable. Vous êtes pas censé devoir y arriver, faire autre chose ou voilà, réussir à changer votre état d'être. Je vous dis juste ce qui, de mon point de vue, est possible et on observe des personnes le démontrer. Je me le démontre à moi-même déjà et qu'il est possible d'aller vers ça en cultivant quelque chose. Et pour l'instant, on apprend à marcher, on trébuche, on tombe
puis voilà, et ça fait partie de la marche et on peut prendre soin les uns des autres pour ça aussi. Donc à la fois, je donne ça pour dire: on a plus de pouvoir que ce qu'on croit, en même temps, c'est pas pour ça que, il faut arrêter d'être solidaire face à ceux ou celles qui ont du mal à saisir leur pouvoir ou qui savent pas qu'elles ont le pouvoir. Ce qui est un peu la même chose. OK pour ça. Donc un visa de conscience, voilà. Je vais vous donner, maintenant on va décliner un peu ça et on va voir, comment on s'en sert déjà sans s'en rendre compte et comment on pourrait s'en servir un peu plus finement, un peu plus profondément. Donc, j'ai trouvé 2 grandes catégories de visas de conscience. La première, c'est des visas de conscience que j'ai appelés extérieurs. Donc vous allez utiliser une circonstance, une action, une interaction avec le monde extérieur pour modifier votre état intérieur. Donc là, je vous ai mis plein d'exemples avec quelques images pour illustrer. Hem, je vous invite à parcourir ça déjà et puis regarder peut-être quels sont ceux qui sont, vos préférés. Quels sont vos visas de conscience préférés? Sachant qu'on fait tous forcément un peu de ça, heu et voilà, on se sert de ces différentes choses et on peut voir en s'en servant de manière plus consciente, on peut voir pourquoi on est attiré vers ces choses-là, en termes de sentiments. Quel est le sentiment que ça crée en moi quand je danse? Alors ça dépend sans doute sur quelle musique je danse, mais il y a peut-être quelque chose de commun avec à chaque fois que je danse, en fait, il y a peut-être quelque chose de commun. Quand je vais marcher dans la nature, quelle est la vibration dans laquelle je suis? Encore une fois, ça peut dépendre de plein de choses, hein, si vous avez reçu une «mauvaise nouvelle», entre guillemets «mauvaise nouvelle», voilà, mais il y a une vibration quand même qui est commune, qui est propre à cette expérience-là. Quand vous créez quelque chose, quand vous jeûnez, quand vous contrôlez votre souffle, donc il y a un tas de techniques de respiration. Ça reste extérieur pour moi la respiration puisque ça utilise le corps et en fait ça utilise la réalité matérielle. Le corps est déjà extérieur pour la conscience. Voilà, mes préférés à moi, je vous les donne. Il y a écouter des enseignements. Je passe beaucoup de temps à ça et ça me met toujours, dans un état lumineux, qui est au niveau des idées que j'écoute, quoi. Je me nourris d'idées qui sont celles que je vous retransmets certaines de ces idées-là, synthétisées dans un langage qui est le mien et voilà, ça me fait beaucoup de bien. La musique aussi, marcher en nature, je fais beaucoup ça aussi. Manger, j'aime beaucoup manger et je savoure, je prends le temps et c'est une vraie expérience et j'aime beaucoup créer aussi. C'est peut-être les principaux. Voilà, j'ai mis les psychoactifs aussi, donc si, vous buvez de l'alcool par exemple, c'est un classique, hein, mais ça peut être aussi, fumer de l'herbe ou prendre des drogues, enfin tout type de drogue en fait, tout ce qui va altérer votre état de conscience. C'est ça que j'ai appelé ce qu'on appelle psychoactif. Donc bien sûr, c'est un visa de conscience puisque ça vous met dans un autre état d'être. OK. Alors ici, il y a quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que, comme je vous disais, quand, l'état d'être dans lequel vous met telle ou telle activité, ça dépend aussi d'autres choses. Et si vous regardez bien en profondeur, ce que vous allez tirer d'une expérience, quelle que soit l'expérience, ça va beaucoup dépendre de l'attitude intérieure avec laquelle vous entrez dans cette expérience. Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous lui demandez à cette expérience? Et ça, c'est intérieur. Donc
l'état intérieur dans lequel vous êtes au moment où vous êtes attiré par un visa extérieur va avoir beaucoup d'influence sur l'effet de ce visa extérieur sur votre état d'être intérieur. Et ça, c'est parce que, ou en tout cas, ça montre que les visas de conscience dits extérieurs, c'est des visas qui sont indirects, puisque le but, c'est un visa, c'est quoi? C'est entre ma conscience et moi-même. C'est quelque chose qui me permet de faire passer ma conscience dans un état intérieur à un autre état intérieur. Le monde extérieur n'est pas impliqué là-dedans. Mais si j'utilise à travers mon corps une expérience extérieure comme visa pour me permettre d'entrer dans un autre état intérieur, bah du coup c'est indirect. Et, et du coup, donc on va voir ensuite les visas de conscience, des visas de conscience intérieurs et comment ça se joue. Et ces visas de conscience intérieurs, parce qu'ils sont directs, eh ben, heu, ils viennent s'articuler avec le visa de conscience extérieur. J'imagine que c'est assez clair pour tout le monde, hein, donc c'est l'état d'esprit dans lequel on va faire quelque chose, ça a beaucoup d'influence sur cette chose aussi, même si cette chose en soi, elle a aussi sa propre, vibration. Voilà. 21:00, ça va. Ce soir, on devrait finir plus tôt que d'habitude. Je me méfie, peut-être pas. Alors, maintenant les visas de conscience dits intérieurs. Donc là, on est sur du direct, je suis dans mon monde intérieur, c'est entre ma conscience et ma conscience. J'ai déterminé 3 piliers et je ne l'ai pas écrit ici pour pas surcharger, mais ça correspond sur la roue de la création, pour ceux qui ont suivi cette partie-là de mon travail. C'est la partie gauche, la gauche de la roue de la création, c'est le monde intérieur. Donc les 3 piliers, c'est le point 7, le point 4 et le point 1. Si c'est trop, je vous le dis en passant, mais vous pouvez laisser passer. Si ça vous intéresse, bah, vous avez l'info. Alors, 3 piliers qui vont ensemble. Donc là, je vous dis, ce que je vous transmets là, et ça va peut-être vous paraître évident ou pas, ou plus ou moins. C'est vraiment le moyen, le pouvoir qu'on a, la technique, on pourrait dire, même si dans le fond c'est simple, c'est une décision, mais comme on fait nos premiers pas, bah, ça demande un peu de technique, un peu de pédagogie. C'est la pédagogie pour changer un état intérieur. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la portée de ce truc-là, si vous voyez la quantité d'énergie qu'on dépense, on peut le voir ici, pour se sentir comme on a envie de se sentir à travers des stratégies parfois très compliquées. Ici, je suis en train de vous dire qu'on peut le faire directement. Vous fermez les yeux, ou peut-être même pas, c'est même pas obligé. Vous faites certaines choses dans votre conscience et ça change votre état d'être. Alors, la première chose ici, et les trois se répondent vraiment, hein, mais je les distingue pour mieux voir. Ici, l'idée, c'est de focaliser sa pensée. Alors, en clair, c'est penser à un truc qui vous fait du bien. Alors, si vous voulez un état positif, mais en général, c'est ça qu'on cherche, donc je vais partir de ce principe. Souvenez-vous de une rencontre que vous avez faite et qui a été très joyeuse pour vous, hem, une expérience, quelque chose. Vous prenez un souvenir, si c'est dans le passé, c'est pas obligé d'être un souvenir d'ailleurs, vous pouvez penser à quelque chose. Je sais pas moi, vous avez, quelqu'un que vous aimez bien qui est en train de faire un truc vraiment cool et très significatif pour cette personne, si vous y pensez. Donc vous trouvez un objet d'attention qui élève votre niveau, le niveau de votre état d'être, selon l'échelle de Hawkins, donc une échelle, on va dire, pour mesurer ça.
On parle parfois de niveau vibratoire aussi, comme si dans un état de conscience qui est lourd, dense, c'est comme si c'était une vibration lente. Quand on est plutôt vers la joie, c'est comme si ça vibre plus vite, la fréquence est plus élevée. Pour moi, ça a quand même un certain intérêt de parler de fréquence. Je pense qu'un jour on pourra mesurer ça aussi, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs. Donc on trouve une pensée qui nous fait du bien pour élever notre état d'être, élever notre état vibratoire. Alors je vous ai mis une image là où ça se voit peut-être pas trop, sa pièce est vraiment en bordel et ça peut vous arriver à un moment où vous avez un truc qui peut sembler fastidieux à faire et ben, avant d'entrer dedans, vous faites une pause, fermez les yeux, pensez à un truc qui vous fait du bien et là vous élevez votre vibration et ensuite vous vous mettez au travail. Vous allez voir que ça va passer beaucoup plus vite, vous allez être plus Heu, habile aussi, plus clair mentalement, ce sera plus facile. Observer ses sentiments, hem, alors je l'ai mis en deuxième parce que, donc comme je vous disais, ça, j'ai pratiqué ça pendant tous les jours pendant longtemps et je me suis rendu compte que régulièrement, il y avait quand même certains sentiments qui revenaient et il y a certaines journées où ça résistait. J'ai beau penser à un truc cool, bah, il y a ce sentiment-là qui vient, il se met comme en travers. Ça, pour moi, c'est le signe qu'il ne faut pas aller plus loin. C'est le moment d'observer ce sentiment et comme je vous le disais en introduction au début, quand vous regardez votre sentiment, il change. Sauf si vous le regardez en entrant à l'intérieur, donc en vous laissant prendre par l'histoire que ce sentiment vous raconte. Parce qu'un sentiment crée aussi des pensées. Si vous rentrez dans l'histoire, heu et ben, vous allez entretenir le sentiment lui-même et du coup, ça va pas forcément changer. Mais si vous arrivez à le sentir dans le corps et à le regarder de manière neutre, comme si c'était un truc sur un écran. Imaginez que ce corps, c'est une sorte de maquette et dedans, il y a un truc qui bouge et ça bouge parce que vous le regardez. Vous le regardez, ça bouge. Vous allez sentir, si vous avez une tension quelque part maintenant, vous pouvez le faire. Vous la regardez simplement et vous allez voir qu'elle bouge toute seule. Elle change de forme et vous essayez de rester concentré dessus. Vous la suivez avec votre attention et en principe, en moins d'une minute, ça s'est dissipé. Donc il y a des choses qui sont plus difficiles parce qu'on a du mal à les regarder de manière neutre et parfois aussi ça peut se dissiper et puis revenir. En tout cas, c'est une manière de, changer d'état d'être. Donc là, c'est utilisé pour un état d'être qui est négatif. Vous avez une tension quelque part, vous la regardez, elle se dissipe, vous vous sentez mieux derrière. C'est très important ça, hein. Vraiment, en fait, les 3 sont très importants. Il y en a pas un qui est plus important que l'autre, mais du coup, je vous le dis là puisque je suis là, c'est très important. Si vous avez une tension qui résiste, prenez le temps de la regarder. Ça prend pas beaucoup de temps par rapport à ce que ça libère. Prenez le temps de la regarder, regardez-la bouger, laissez-vous surprendre, essayez pas de la faire bouger vous-même, laissez-la bouger comme elle veut. Regardez-la, ressentez-la en vous-même. Regardez, hein, que c'est pas avec les yeux, hein, c'est avec l'attention et regardez-la dans le corps, sans vous embarquer dans les histoires. Voilà. Côté positif, ça peut être un prolongement à ce qu'on a vu juste avant. Donc, si vous pensez par exemple à vos dernières vacances à Ibiza, vous avez mangé une glace sur la plage et c'était vraiment génial avec votre meilleur ami. Cette image-là, donc
va vous ramener le souvenir de ce que vous avez ressenti là-bas. Et ensuite, vous pouvez lâcher l'image et concentrer votre attention sur le sentiment pur lui-même. Donc c'est encore observer ces sentiments. Et en fait, comme l'attention, en fait, quand vous mettez votre attention sur une tension, ça la dissipe. Mais si vous mettez votre attention sur une joie, ça l'amplifie. Alors, la tension, il se peut que ça l'amplifie avant qu'elle bouge et avant qu'elle se dissipe. Mais au final, le résultat, c'est qu'elle est dissipée. Donc en fait, quand vous mettez votre attention sur le sentiment, ça le rend lumineux, tout seul. Si c'est un sentiment obscur, ça le dissipe. Si c'est un sentiment lumineux, vous allez voir que ça le fait grandir. D'ailleurs, il m'est arrivé de me concentrer très, très fort sur un sentiment de joie ou d'amour. J'écoutais une musique qui me plaisait vraiment beaucoup. Donc là, j'étais sur un visa extérieur et ensuite, au lieu de mettre mon attention sur la musique, j'ai mis mon attention sur le sentiment d'amour que j'avais pour la musique. Et j'ai concentré comme un laser mon attention sur cet endroit-là et ça a grandi tellement, ça a fait venir des larmes et il y a un moment donné, l'amour est devenu si grand que j'ai senti de la peur en moi de me perdre dedans. Tout ça pour dire ça, c'est comme souffler sur un feu, ça fait grossir la chose. On peut muscler ces choses-là et ça peut être vraiment intéressant. Le troisième pilier, changer ses croyances. Alors, ça peut ressembler à focaliser sa pensée, mais c'est un peu différent. Et pour vous expliquer la différence, je vais revenir ici. Dans cette image-là, donc là, on est sur le plateau du sentiment au milieu. C'est comme si focaliser sa pensée sur quelque chose de positif, c'est comme s'installer dans un rond blanc, un rond de lumière. Vous vous installez dans un endroit qui est lumineux dans votre conscience. Et donc, à cet endroit-là, vous sentez la lumière. Changer ses croyances, c'est autre chose, c'est créer de la lumière là où il y a du noir. Donc c'est pas s'installer dans un rond de lumière qui est déjà présent en vous, parce que si vous avez une pensée qui vous rend joyeux ou joyeuse, c'est qu'à cet endroit-là, vos croyances sont transparentes à ce que vous êtes et vous vous sentez bien. Donc c'est une tache de lumière en vous, une tache ou une non-tache d'obscurité. Et quand vous faites ça, il se peut que ça élargit un peu cette tache de lumière. Plus vous êtes dans une tache de lumière, dans un espace de lumière en vous, et plus ça a tendance à contaminer le reste de vous-même en lumière, naturellement. Donc, quand vous faites le pilier 1, vous faites le pilier 3 en même temps, et vous faites aussi le pilier 2, ça va ensemble. Mais changer ses croyances plus précisément, l'idée c'est de vous mettre à un endroit où c'est sombre, et à cet endroit-là, d'allumer la lumière. Donc ça revient en fait à dire, là je me sens mal. Pourquoi je me sens mal? Je sais que je me sens mal parce que mécaniquement, si je me sens mal, c'est parce que je porte dans mon personnage une croyance à cet endroit-là, une croyance qui contredit la lumière que je suis. Quelle est cette croyance? Et ça, c'est une question magique. C'est quand vous vous sentez mal, c'est de vous demander: «Qu'est-ce que je dois croire pour me sentir comme ça? Qu'est-ce que je dois croire pour me sentir comme ça? Qu'est-ce que je dois croire pour me sentir comme ça?» Si j'avais pas une croyance à propos de cette chose, et une croyance négative, je ne pourrais pas me sentir négativement. Ça, c'est profond, je vais le répéter. Si j'avais pas d'abord une croyance négative à propos d'une situation, d'un sujet, je ne pourrais pas avoir un sentiment négatif à propos de cette chose. S'il y a aucune définition, aucune croyance dans votre esprit à propos d'un truc, vous pouvez pas avoir de sentiment à propos de ce truc.
on peut rien ressentir quand les choses sont pas d'abord définies dans l'esprit. Ça aussi, c'est une énorme info. Je sais pas si vous mesurez comme moi à quel point c'est énorme. Ça fait vraiment le lien entre les 2 là. Donc plutôt que d'être dans des sentiments, et d'avoir l'impression que nos sentiments font ce qu'ils veulent de nous, c'est rappeler qu'ils découlent mécaniquement de croyances. Et les croyances, elles font pas des choses toutes seules, elles filtrent une lumière, qui est la vérité, et c'est le résultat de ce filtrage qu'on ressent. Je l'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois. Voilà, et donc changer ses croyances, c'est trouver la croyance: «Pourquoi je me sens comme ça? Ah oui, ah oui, heu, j'aime pas, par exemple, faire, tiens ça c'est une thématique aussi chez pas mal de gens. J'aime pas faire du marketing et de la pub, pour, mon activité, pourquoi je me sens comme ça dès qu'il s'agit de vendre ce que j'ai envie de faire?» Et ben, alors ça dépend après des personnes, mais ça peut être par exemple parce que je crois que demander de l'argent pour ce que je fais, c'est pas très sympa. Si je crois ça, je vais forcément me sentir mal au moment où il s'agit de me vendre. C'est obligé. Mais vous voyez que ça demande d'abord d'écouter le sentiment et ensuite d'aller plus loin, dire: «Quelle est la croyance qui génère ça? Ah OK», et une fois que vous voyez la croyance, vous avez vraiment le pouvoir de la changer. Il suffit de la voir, de l'identifier pour qu'elle soit entre vos mains, et là, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous dire: «C'est pas très sympa de demander de l'argent pour ce que je donne, peut-être parce que je suis pas légitime», tac, une autre croyance négative: «Ah, je suis pas légitime». Voilà, c'est une croyance peut-être plus profonde. Qu'est-ce que je fais de ça? Donc il y a plusieurs strates aussi dans les croyances. Et ben, j'ai le choix de décider que de me voir comme étant légitime. Alors les résultats vont peut-être pas être immédiats, mais une fois que vous avez décidé intérieurement, il y a quelque chose qui bascule en vous. Vous pouvez vous dire: «Si, si, c'est très sympa pour les autres de leur demander de l'argent parce qu'eux, ils ont du plaisir à donner de l'argent pour ce que moi j'ai envie de vendre, et en fait, c'est très beau comme ça». Quand vous choisissez de le voir autrement, vous allez vous sentir autrement. Au moins sur il se peut que l'ancienne croyance, elle revienne parce que vous l'avez pratiquée longtemps et que mais si à chaque fois que vous la sentez, vous la changez, vous revenez à la nouvelle que vous avez décidée, vous allez voir que petit à petit, il y a un trou dans la casserole là, dans la passoire, il y a un trou qui va se faire ou qui va s'élargir, et du coup ici, il y a une lumière qui va être plus grande, et du coup, ça vous donnera plus de possibilités de focaliser votre pensée parce qu'il y aura plus d'endroits lumineux en vous pour vous focaliser. OK? Plus il y a d'espace de lumière en soi, et plus on a le choix pour focaliser sa pensée jusqu'à même, imaginez que vous avez un seul souvenir lumineux de toute votre vie, ah et bah, il faut aller le repêcher, puis il faut le réutiliser, puis il y a peut-être un moment où il fera moins d'effet aussi. Alors que s'il y a plein de choses joyeuses dans votre vie, cet aspect-là, donc si vous avez changé vos croyances, qu'il y a plein de lumière, ce sera beaucoup plus facile. À la rigueur même, vous aurez peut-être même plus besoin de fermer les yeux et de vous concentrer sur quelque chose, en fait. Il y a un moment donné où les croyances sont suffisamment transparentes à notre vérité profonde intérieure, qu'il suffit de se rappeler qu'on est content d'exister, en fait, et pouf, là, l'état d'être, il remonte de 2-3 étages, quoi. Voilà, et donc observer ses sentiments comme on vient de le voir, ça sert aussi à trouver les croyances et ça permet de les changer. Donc vous voyez comment tout ça, ça se tient ensemble. OK, alors maintenant, je vous ai mis des exemples et je vous propose de faire l'exercice avec moi. Donc, ça c'est le premier exemple que je vous ai trouvé. Je vous propose là, vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux, mais si ça vous aide, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mains sur le cœur, mais ça peut aider aussi. Je vous propose de penser à une personne
Et si c'est plusieurs qui vous viennent, un petit groupe, ça va aussi. Pensez à une personne qui est précieuse pour vous. Une personne qui fait du bien dans votre vie ou qui a fait du bien dans votre vie dans le passé, mais vous en profitez encore. Une personne à qui vous devez, entre guillemets, pour qui vous avez de la gratitude parce qu'il y a il y a des belles choses dans votre vie qui sont grâce à elle. Je vous propose de focaliser simplement votre attention, non seulement sur cette personne, mais sur le merci que vous ressentez pour elle. Je vous invite à penser à ce que vous voyez dans votre vie et que vous voyez là comme étant grâce à cette personne. Et quand vous ressentez la gratitude, et c'est probablement déjà le cas parce que c'est assez rapide, je vous propose à un moment donné, si vous le voulez, de lâcher l'image de cette personne ou de ce qu'elle vous a apporté pour vous concentrer sur le sentiment de gratitude lui-même, comme si la gratitude, c'est quelque chose en soi. Et là, c'est en vous, c'est tout le temps en vous, mais là, vous êtes connecté à ça de sorte que vous le ressentez et ça prend une place particulière dans votre état intérieur. Et plus vous focalisez dessus et plus ça grandit et plus ça prend de la place. Et plus ça prend de la place et plus les autres choses ne sont pas oubliées, mais elles deviennent secondaires. Elles sont moins importantes. Là, pour un instant, on se concentre sur la gratitude. Je vous invite à sentir avec le plus de finesse possible ce que ça fait en vous, dans votre champ émotionnel. Et peut-être que vous sentez aussi que ça grandit physiquement, jusque même dans les sensations du corps. Ah! Quel bonheur de remercier. Qu'est-ce que ça fait du bien. Merci à toutes les personnes qui nous apportent des belles choses et personnellement, je crois que quand on est dans un état lumineux et qu'on pense à quelqu'un, ça lui envoie cette lumière parce que nos consciences sont toutes connectées entre elles. C'est ce qu'on appelle parfois la prière, mais c'est juste de penser à quelqu'un avec amour. Voilà, je vous je vous propose de juste avoir l'intention de garder ce sentiment, hem, parce que ça fait du bien, même si maintenant on va focaliser sur autre chose. Donc quand vous êtes prêts, vous pouvez rouvrir les yeux, s'ils étaient fermés, et je vous propose une deuxième expérience. Ça va peut-être vous faire sourire. Tac. Voilà ce que je vous propose. C'est une idée, donc là c'est pas un souvenir,
c'est pas quelque chose que vous c'est pas une scène que vous avez vécue, c'est un c'est un sens que vous projetez. Donc là, je vous propose c'est quelque chose qui se fait les yeux ouverts là, donc ayez les yeux bien ouverts et je vous propose de regarder autour de vous. Donc il y a probablement du mobilier et je vous propose d'imaginer que là, vous êtes plongé dans une réalité virtuelle et que chaque objet que vous percevez, si vous pouvez le percevoir dans cette réalité, c'est parce qu'il a été codé, il a été programmé, il y a une ligne quelque part dans le logiciel de cette réalité présente. Et ce logiciel, pour que vous puissiez en faire l'expérience, il est dans votre esprit. C'est ça que j'entends par ma réalité est encodée dans mon esprit. Alors ça peut rappeler le film Matrix, mais vous laissez pas trop avoir par dans l'histoire et simplement juste regardez les objets autour de vous et dites-vous si ça m'apparaît avec cette forme, ces textures, ces couleurs, c'est parce que tout ça, ça a été écrit dans un langage de programmation particulier, dans mon esprit, de sorte que je puisse en faire l'expérience en tant que personnage. Vous voyez qu'ici, pour que ça fonctionne, et ça veut dire quoi fonctionner? Ça veut dire pour que ça change votre état d'être sentimental, ça vous demande d'arriver à y croire. C'est ce que j'appelle pratiquer une idée ou entrer dans une idée. Donc, c'est comme un vêtement qu'on essaye, on n'est pas obligé de l'acheter, donc vous n'êtes pas obligé de croire ça pour le reste de votre vie, même si moi je crois que c'est vrai, puisque je suis un personnage dans une fiction, ma réalité est encodée dans mon esprit. Mais pour l'instant, vous pouvez juste dire: «Je vais faire comme si c'était vrai, là, pour juste 2 3 minutes. Je vais faire comme si c'était vrai. Comment je me sentirais si c'était vrai?» Ça, c'est la question clé. Essayez d'entrer dans cette idée-là et constatez le sentiment qui vient. Moi, quand je fais ça, et je me souviens la première fois que je l'ai fait, c'était grandiose. Je me suis dit: «Waouh, quelle perfection!» Même un tas d'ordures, en fait. Vous regardez un tas d'ordures et vous vous dites: «Chaque chaque repli, chaque recoin de ce tas d'ordures a été soigneusement programmé par quelqu'un. Il y a une intelligence derrière» et je me dis: «Waouh, ça ressemble vachement à un tas d'ordures, c'est vachement bien foutu, c'est super bien codé». Imaginez un jeu vidéo où on dit: «C'est super réaliste». Alors réaliste, ça suppose qu'on compare à autre chose et imaginez la finesse de cette sculpture informatique, quand vous regardez les objets autour de vous, les textures et non seulement c'est finement programmé, mais en plus, vous pouvez interagir avec l'objet. Si je prends ma bouteille, il y a une texture, en plus j'ai le toucher avec, quoi. Il y a peut-être une odeur et si vraiment vous entrez dans l'idée que c'est vraiment comme ça, que ça se joue, encore une fois, vous êtes pas obligé de le croire pour le restant de votre vie. Essayez juste de le croire pour 10 secondes, mais autant que possible. Vous allez voir que le sentiment que ça génère est merveilleux. Je vous donne un peu les meilleurs que j'ai là, mais j'ai ça fait des années, en fait, que je pratique des idées comme ça, qui me viennent spontanément et en général, je garde une idée pendant une semaine, 10 jours. En fait, ça me vient, je me baigne dedans et puis ensuite je passe à une autre, parfois je reviens à une ancienne.
Voilà pour cette deuxième expérience. Eh ben, c'est nickel, on est bien à l'heure. La troisième que je vous propose sera la dernière. Vous êtes prêts? Tac. Il y a une conscience bienveillante qui est toujours présente dans ma conscience et qui est aussi présente dans toutes les consciences. Ça, alors, pour ceux qui ont une personnalité de type 9 sur l'énéagramme, comme c'est mon cas, ça c'est particulièrement, c'est succulent. Ça peut faire peur aussi, ça peut être perturbant, donc voilà. Voyez le sentiment que ça vous donne, ça dépend de vos croyances, ça dépend de voilà. Dites-vous que avec vous, mais c'est tellement avec vous que c'est dans votre conscience, il y a quelqu'un. Et quelqu'un, c'est pas un corps, c'est pas une personne, c'est une conscience. Mais c'est une conscience intelligente. Elle a, en quelque sorte, elle a sa propre vibration. Et cette conscience qui est avec vous tout le temps, donc ça veut dire, ça vaut le coup peut-être de finir là-dessus, cette conscience qui est avec vous, elle sait tout ce que vous pensez, elle sait tout ce que vous ressentez, elle sait tout ce que vous voyez. Elle est dans votre conscience, donc elle a accès à toutes vos expériences de vie, visibles extérieurement ou invisibles parce que c'est juste dans vos pensées. De sorte qu'il y a rien qui soit privé en vous-même, et c'est pas comme si tout le monde le voyait, c'est juste cette présence-là, elle est en vous et elle voit elle vit tout avec vous. J'ai précisé bienveillante parce que sinon ça donne pas envie. Sinon on va se dire: «Ça va me juger en fait». Il y a des trucs que je fais dans ma vie qui sont pas jolis et ces trucs-là, ça va me juger, j'ai pas du tout envie. Et si jamais vous avez le réflexe de vous dire: «Mais moi j'ai envie d'une vie privée», vous pouvez vous demander à cet endroit-là: «Pourquoi auriez-vous besoin, de cacher certaines choses à une présence bienveillante?» Si elle est bienveillante, OK, ça veut dire elle jugera jamais négativement ce que vous faites. Elle sera toujours en soutien. Si c'est 100 soutien inconditionnel, est-ce qu'on n'a pas intérêt à tout montrer? Pour jamais être seul, en fait. Jamais être seul à devoir se débrouiller et galérer. Et l'autre aspect de ce truc-là, qui est plus en résonance avec le type 9, comme je disais, où on a ce besoin de connexion, c'est l'idée que cette présence-là, elle est aussi présente chez tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va raconter aux autres ce que vous pensez en privé, OK? Sinon on n'aura peut-être pas très envie et ce serait peut-être pas très bienveillant d'ailleurs, mais simplement c'est une intelligence qui a accès à tout. Elle est omnisciente. Elle sait tout ce qui se passe chez tout le monde, mais c'est comme si, avec vous et pour vous, elle a une présence particulière et elle vous soutient d'une manière particulière et toujours avec les meilleures infos parce qu'elle a toutes les infos. Mais elle vous dit pas ce qui pourrait nuire à d'autres si vous le saviez, OK? Donc il y a quand même, il y a un il y a une confidentialité qui est possible. Alors peut-être qu'en m'en entendant parler, ça suffit déjà. Si vous acceptez, c'est la première question déjà, si vous acceptez de jouer le jeu, d'entrer un petit peu dans cette croyance, au moins pour 1 minute, au moins pour 10 secondes, comment vous vous sentez? Et il y a une présence intelligente, consciente, avec moi tout le temps. Et cette conscience, elle sait tout parce qu'elle est aussi partout. Elle est ailleurs, autant qu'en moi. Et celle qui est présente en cette présence en moi, elle est en même temps pour moi. C'est comme s'il y avait elle a un aspect d'elle-même qui est privé pour moi, assigné à moi. Comment je me sens dans cette idée?
est-ce que ça me soulage de me dire: «J'ai un soutien permanent inconditionnel»? Ou est-ce qu'au contraire c'est perturbant, je sens que ça résiste parce que je me dis: «Mais je j'ai pas envie d'avoir quelqu'un avec moi tout le temps». Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez questionner les croyances qui génèrent ces sentiments. Et si c'est négatif, le sentiment, vous n'êtes pas obligé de continuer, bien sûr, hein. C'est des choses à essayer, le but, c'est de se sentir bien. Mais ça peut aussi être intéressant pour tester le système de croyance. Vous entrez dans une idée, comme si c'était vrai, et là, vous voyez comment vous vous sentez. Et ça va vous donner des infos sur les croyances qui sont associées à cette idée que vous êtes en train d'essayer. Par exemple, un truc classique chez les humains, c'est que si quelqu'un me voit, il va me juger. On a tellement été jugés, on a tellement été jugés, on a appris à considérer le regard de l'autre comme étant source de jugement et donc d'attaque. De sorte que ça peut être difficile de croiser quelqu'un dans la rue et dire bonjour sans avoir de l'anxiété. Vous ressentez peut-être pas ça. Moi je le ressens encore sur une pointe de: «Est-ce que cette personne va me juger?» Voilà, mais là, c'est une présence bienveillante. Cette présence, on peut l'appeler le tout, on peut l'appeler Dieu et j'y crois. Donc ces 3 choses-là, hein, alors surtout les 2 dernières expériences, c'est des idées à essayer et c'est des idées que moi j'ai beaucoup pratiquées et auxquelles je crois. Mais il serait possible d'y croire plus. Je suis pas toujours dans la conscience de ça, hein. Ça se ça se ça se verrait plus sinon, je pense, parce que quand on est là-dedans, ça fait de la lumière, quoi. OK, quelle heure il est? 21:34. Très bien. Je fais une petite pause ici pour vous retrouver. Alors, c'est le moment où, si vous voulez, on peut partager des questions, des témoignages. Ça peut être notamment, donc comment vous avez vécu, hem, ces expériences? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient nouvelles? Et sinon, ça peut juste être un petit temps de d'intégration avant la conclusion de cette conférence. Moi, je veux bien te poser une question, Étienne. Mmh. Je comprends pas bien ce que ça veut dire la deuxième proposition. Ma réalité est encodée dans mon esprit. Je suis pas très informatisée et j'ai pas vu Matrix et je comprends pas cette phrase. OK, merci. C'est peut-être le cas aussi d'autres personnes. Hem, Si tu joues à un jeu vidéo et que alors, tu as peut-être jamais fait ça, mais tu as Non. dû OK, tu as dû voir, à quoi ça ressemble. C'est comme un film, sauf que on a un personnage dans l'histoire et qu'on peut le diriger. Mmh. Mais c'est pareil pour un film, en fait, mais un film en image de synthèse, voilà. Je sais pas si vous avez vu, Vice Versa, par exemple, ou un autre film en image de synthèse. Les objets qu'on voit, ils ont été écrits par quelqu'un. Alors j'imagine qu'il y a des logiciels pour simplifier la création, imaginez que, je reprends ma bouteille, s'il y a une bouteille qui apparaît dans le film, elle a été programmée par quelqu'un. Il y a du code qui dit: «Ça aurait cette forme-là, cette couleur», en fait, les propriétés de l'objet sont écrites dedans.
là, l'idée, c'est d'imaginer qu'on est comme dans un film d'animation, et que du coup, tout ce qu'on voit, ça a été programmé par quelqu'un ou une équipe. Il y a une équipe qui a été mise dessus. Si je vois une lampe, il y a quelqu'un qui s'est dit: «Je vais mettre une lampe sur ce bureau et elle va ressembler à ça», et la personne, elle a codé ça. On n'a pas besoin de savoir dans quel langage c'est fait, hein, c'est codé, quoi. Ça a été défini. Et c'est pour ça qu'elle apparaît devant moi. Voilà, c'est juste ça que j'entends. Et ce programme, le logiciel dans lequel sont écrits tous ces programmes, il est dans mon esprit. Ce qui fait que je peux voir ces objets. C'est vraiment comme ça que ça se passe, hein. C'est-à-dire que les choses qui existent physiquement, encore une fois, on n'est pas obligé de croire à ça, et voilà, ouais. Moi, je le crois en tout cas. Les choses qui existent physiquement, elles existent d'abord dans l'esprit, dans l'énergie. Et elles ont été designées par le metteur en scène, en fait, hein. Le metteur en scène, il a mis en scène cette bouteille et cette lampe, et il les a choisies de cette forme, parce que c'est comme ça qu'il avait besoin que la scène soit, comme un metteur en scène qui dit: «On va changer le lampadaire là parce qu'il va pas bien avec la thématique de la scène. Il me faut un lampadaire qui est plus petit, plus lumineux, plus...» Voilà. Et hop, l'information est placée dans l'esprit, de sorte que le personnage voit ce lampadaire comme on a envie de le voir. Alors, dans Matrix, mais pas seulement, on voit aussi des gens qui tordent des cuillères en les regardant, en leur demandant de se tordre. Je ne sais pas si vous croyez aussi à ça, mais il y a des gens qu'on voit faire ça et on les a observés avec des huissiers et tout ce qu'il faut. Et pour moi, ça s'explique en tout cas de cette manière-là. C'est que la cuillère, telle qu'elle est, elle est écrite dans son propre esprit. Et du coup, si on est capable de changer dans notre esprit la définition des choses, donc ça demande d'aller loin dans l'esprit, hein, mais on peut changer ce qui est écrit dans notre esprit et ça change la forme de la cuillère. Un jour, on saura tous faire ça. Mais c'est pas tout de suite. Moi, ce que j'aime pas dans cette idée, je vais être très franche, Mmh. c'est que c'est de la technologie. Alors, l'idée, ce que tu reprends, c'est une idée déjà que Platon avait avancée, qui est Mmh. que l'idée existe avant l'objet. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il prend l'idée du lit. Le lit est déjà, c'est l'idée du lit qui fait que le lit vient. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est un vieux truc platonicien où il y a eu beaucoup de d'ailleurs bagarres par rapport aux philosophes. Et en fait, dans ce qui me gêne aujourd'hui, dans toute la spiritualité, c'est qu'on balance Matrix à chaque fois, et à chaque fois, ça revient. Alors, si on n'a pas vu Matrix, voilà. Et moi, je pense que on va de plus en plus vers l'intelligence artificielle, vers la technologie. Et donc, cette idée-là, dans la spiritualité, me gêne. Moi, je préfère vraiment partir sur l'idée du vivant. C'est-à-dire que la présence vivante, l'idée vivante, fait qu'à un moment, l'objet apparaît plutôt que de se référer, et ça, c'est lié certainement au générationnel. Vous avez tellement été imbibé de l'ordinateur que vous ne pouvez pas concevoir autre chose qu'à travers des logiciels, de la technologie, l'intelligence artificielle. Voilà. C'est un espèce de petit coup de gueule que je pousse parce que à chaque fois on nous sort Matrix, mais j'en peux plus, il n'y a pas que Matrix. Allez voir Mmh. Platon, allez voir Aristote, allez voir les grands philosophes grecs qui ont existé avant Matrix, qui n'est qu'un film, et où on nous balance de la technologie. Donc voilà, moi, ton exemple, OK. je vois très bien ce que tu veux dire, mais je pense qu'on n'est pas obligé de passer par les jeux vidéo qui sont d'abord très masculins. Et nous, les femmes, les jeux vidéo, on n'en a rien à faire parce qu'on sait que c'est du... Comme tu dis, c'est de l'encodage. Mais de l'encodage, c'est pas Alors, forcément du vivant. merci Voilà, je ne Véronique, pas te dire ça, mais merci pour ça. J'entends ta lassitude.
peut-être que du coup, on pourra en parler plus à côté. J'entends pas mal de jugements aussi, qui correspondent pas à mon intention et pourquoi j'utilise Matrix? C'est parce que ce film-là a amené cette idée dans le grand public d'une manière éclatante et ça c'est pas tout, comment dire? Il y a des choses à faire au-delà de Matrix. Effectivement, c'est très technologique, c'est froid, c'est la guerre encore et on reste dans un truc très masculin, mais parce que Ah c'est oui, l'époque voilà, aussi. on retombe OK, encore dans OK, les OK. OK, voilà. Véronique. Mais ce film a eu l'intérêt d'amener cette idée de manière massive à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'utilise cet exemple-là. Après, oui, c'est le vivant derrière et c'est ça qu'il faut retenir. Retiens en fait ce qui fonctionne pour toi, retiens ce qui te parle et c'est pour ça que je dis Matrix, hem, ça peut aider cette idée-là, si ça te crée ce sentiment, tu vois? Ça te crée ce sentiment. D'ailleurs, tu peux regarder quelles sont les croyances qui sont derrière, qui génèrent en toi ce sentiment, mais peut-être que tu as pas envie de faire ça maintenant parce que tu es juste dans l'énergie du coup de gueule. Mais du coup, il y a quelque chose Non, qui excuse-moi, je t'interromps, je suis pas dans le truc de coup de gueule. Je suis dans le partage, puisqu'on est dans le partage, et que voilà, c'est Matrix est amené à toutes les sauces. J'avais envie de dire, soyons vigilants de pas être dans mais la tu vois? technologie. Mais ma croyance, OK. je suis très claire par rapport à ça. Voilà, excuse-moi, je voulais juste dire ça. Mais tu vois, quand tu dis Matrix est amené à toutes les sauces, c'est ton point de vue et c'est pas le mien et c'est pas celui de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je dis, c'est une observation qui vient d'un jugement et c'est OK, mais simplement, il y a il existe d'autres points de vue aussi là-dessus et mais voilà. En tout cas, j'ai entendu ce que tu as dit et je ramène ça à la technologie parce qu'on est en plein dans l'ère technologique et du coup, mon idée à moi, c'est d'amener une pédagogie, quelque chose qui parle et donc si ça te parle pas à toi, je suis désolé, utilise autre chose. Voilà. L'idée, c'est d'inclure et pas d'exclure. Et c'est pas parce que j'utilise des métaphores technologiques que j'exclus ceux qui connaissent pas ça. Il faut bien choisir des exemples, quoi. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? 21h44. On va reprendre. Désolé aussi Véronique, là, moi j'ai un sentiment un peu tendu, comme l'impression j'étais volontairement un peu, j'étais un peu franc aussi parce que j'ai pas envie de laisser trop de ce genre de jugement rentrer, en fait, nous décentrer du sujet. Et donc je vous propose de revenir dans le sujet qui est finalement choisir son état d'être et ça peut être un bon exemple ce qui est en train de se vivre d'ailleurs, parce que là on est dans un sentiment particulier, chacun a son sentiment. Moi le mien il est un «Ouh là, ouf», quelque chose comme ça et donc derrière il y a des croyances. Voilà, dès que je les regarde, ça s'apaise et là j'ai envie d'utiliser l'idée de me refocaliser sur la merveille de cette réalité dans laquelle on est, en sachant qu'elle est codée, je vais garder ce mot quand même, c'est codé schématiquement dans notre esprit par des archétypes, on peut dire et je trouve ça magnifique. Mmh. Donc là, j'ai 2 sentiments qui cohabitent. J'ai envie d'observer le sentiment qui est plus tendu et qui est dans le haut de la poitrine, qui s'écarte autour des épaules, il monte, il s'élargit. OK. Mmh. Merci.
cette occasion, un petit exercice en direct. Alors, hop, on retourne là-dessus pour la fin de la présentation. Quelques indications. Ça, c'est des choses qui peuvent être importantes autour de ce sujet-là, de l'idée de naviguer. Les visas sont subjectifs et contextuels. Alors ça, c'est important parce que et on vient de le voir justement, c'est que quelque chose qui marche bien pour moi, c'est-à-dire qui crée l'état d'être que moi je désire, va pas forcément bien marcher pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment à chacun de se faire ses visas. Il y a des visas, donc que ce soit des visas extérieurs ou intérieurs, il y a des visas qui vont vous mettre en extase et votre voisin à côté, ça va les mettre, hors d'eux. C'est vraiment possible. Donc il y a pas besoin de chercher un truc qui marcherait pour tout le monde ou quoi. À chacun de se faire son marché, son voilà. Et contextuel parce que même un truc qui marche un jour pour moi va pas forcément marcher de la même manière le lendemain, va pas forcément créer le même état d'être le lendemain. Donc c'est aussi contextuel, donc c'est, heu, c'est dynamique en fait, voilà. À chacun de jouer avec ça. Ensuite, j'ai hésité à le mettre, mais ça peut être important. Une décision intérieure pure suffit à connecter un état d'être. Ça veut dire, de manière ultime, il n'y a pas besoin de visa. Heu, Imaginez un monde où, pour revenir sur les visas politiques, un monde où en fait toutes les frontières sont ouvertes, bah, vous avez plus besoin de visa. Donc si je me permets tout ce que je veux, si j'ai une grande agilité de conscience, ça c'est un concept qui peut être important. L'agilité de conscience, c'est la facilité à changer d'état d'être. Il me suffit de décider intérieurement, par exemple, gratitude et tac, je suis dans la gratitude. J'ai pas besoin de penser à quelqu'un pour qui j'ai de la gratitude. Mais pour l'instant, on fait nos premiers pas, donc on utilise des visas et c'est très bien comme ça et je pense qu'on va continuer d'en utiliser aussi parce que c'est des créations, c'est des œuvres en soi, les visas. Les idées que je vous ai proposées là, à chaque fois, c'est une œuvre, c'est un espace de l'esprit dans lequel on rentre pour vivre une expérience. Voilà. Le souvenir d'un état ou d'un visa suffit à retrouver l'état vécu. Donc ça c'est l'idée que, notre mémoire, c'est une banque, en fait, de visas. C'est une banque d'états qu'on a traversés et qu'on peut recontacter simplement en se souvenant de la scène. Donc ça, c'est une manière facile, assez facile, ça dépend peut-être des personnes, de contacter un état. Pratiquer régulièrement un état rend cet état habituel. Donc là, on arrive sur l'idée du changement de croyance. Plus vous pratiquez une idée, hem, donc c'est surtout vrai pour les visas intérieurs. Là, je parle d'un état, donc quand vous pratiquez un état, que ce soit à travers une idée ou autre chose, on va dire, vous allez faire en sorte que votre système personnage, hem, va va se mettre à intégrer ça dans le subconscient, dans ses automatismes et donc ça va devenir quelque chose de dominant dans votre vibration. Donc si vous pratiquez la gratitude tous les jours, vous allez avoir un fond de gratitude en vous et ça, c'est très précieux. Donc il y a des gens qui se font comme ça, hein, une sorte de discipline, mais c'est joyeux. À chaque fois qu'on le fait, ça fait du bien et on peut décider de le faire chaque jour pour installer ça de manière automatique, pour que ça reste même quand on n'y pense plus. Les 2 suivantes sont très importantes. On ne force pas un état, on le permet. Si jamais vous voulez essayer quelque chose, un certain état et que ça vient pas, essayez de voir si vous n'êtes pas en train de forcer. Forcer, ça marche pas. Parce que forcer, c'est un état d'être en soi, qui est l'état anxieux de forcer, de lutter et du coup d'une résistance. C'est un état de résistance. Donc vous allez créer de la résistance.
En général, c'est pas ça qu'on veut créer et donc il s'agit plutôt de permettre. Permettre, ça sous-entend l'idée que ça cherche à venir tout seul, il y a juste à le permettre. Je permets la gratitude en moi et la gratitude vient. Si elle vient pas, c'est que je la permets pas vraiment et donc il y a une croyance qui est pas d'accord avec la gratitude. Voilà. Mais s'il y a pas de croyance comme ça, il y a juste à décider de permettre. Et dans l'autre sens, s'il y a un état qu'on ne veut pas ressentir, c'est pas en luttant, que ça va partir puisque quand vous luttez contre un état, vous lui fournissez votre énergie, en fait. C'est pour ça que souvent quand on a une émotion négative, on la renforce parce qu'on l'aime pas et on cherche à la repousser. Mais en fait, comme tout est intérieur, quand on repousse un état et ben, il résiste avec autant de force dans l'autre sens. Il rebondit, on pourrait dire. C'est des images. Donc l'idée là, c'est qu'on le laisse aller comme si, ça n'a plus ça n'a plus d'importance. C'est pas que ça va disparaître de la réalité, c'est juste que ça va disparaître de mon champ d'attention et du coup, ça va disparaître de mon expérience et donc de ma réalité vécue. On laisse aller, lâcher prise. Donc permettre et laisser aller. Laisser aller, ça suppose aussi que cet état-là cherche tout seul à partir. Et c'est vrai en fait, les tensions en nous, elles font déjà tout ce qu'elles peuvent pour partir. Si elles restent, c'est parce qu'on lutte contre elles ou qu'on leur demande de rester, parce qu'on croit que c'est mieux. En tout cas, on se préoccupe de cet état-là d'une manière, on leur donne de l'importance en fait. Alors que si on la regarde de manière neutre et qu'on se laisse surprendre par ce que ça peut devenir, on va voir que ça passe tout seul. Parce qu'un état, il est fait pour passer, surtout s'il est tendu. Et le dernier, eh ben, je vous l'ai mis parce que c'est une bombe ce truc-là et donc c'est là que, les matérialistes sont pas d'accord avec ça. L'idée, c'est que l'intérieur crée l'extérieur. Très concrètement, cette idée, c'est que si vous si vous cultivez la gratitude en vous, vous allez générer des événements agréables. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé ça et c'est pas prouvable autrement que par soi-même. Donc si vous voulez vous prouver ça, si vous voulez prouver que c'est pas vrai, vous allez voir que c'est pas vrai. Mais si vous voulez vous prouver que c'est vrai, vous allez voir que c'est vrai. Et comme c'est vachement cool si c'est vrai, parce que du coup on peut créer des choses, qu'on veut, et ben, je vous invite plutôt de ce côté-là. Donc l'idée, c'est de cultivez en vous-même les états que vous aimez et vous allez voir que ça va façonner la réalité extérieure. Alors pas forcément directement comme quand on tord une cuillère, hein, encore que, voilà, c'est aussi possible. Mais on va dire que c'est assez avancé comme, capacité de concentration et surtout la croyance dans le fait que c'est possible. Mais c'est le cours des événements, le genre de les scénarios répétitifs qui reviennent et ben, hop, ils vont se mettre à changer de forme. L'énergie va se dévier parce que vous avez changé votre état intérieur. Les gens que vous allez rencontrer ne seront pas tout à fait les mêmes. Vous allez modifier les schémas habituels. Donc c'est un gros sujet là, donc voyager dans l'être, naviguer dans les états d'être. C'est pas juste se sentir bien un peu de temps en temps quand on y pense, même si c'est déjà énorme ça. Heu, mais c'est plus que ça, c'est que ça façonne l'entièreté de la réalité, c'est énorme. Voilà et en dernier message, soyons voyageurs de conscience. Donc je suis passé de soyons étudiants du sentiment, soyons voyageurs de conscience. Donc, hem, cultivons ce nomadisme qui fait qu'on va explorer des états d'être qui sont différents, on va aller goûter des sentiments
Et ces sentiments, donc toujours à l'écoute du sentiment, parce que le sentiment m'indique toujours si je me rapproche de ce que je suis le plus véritablement, ou bien si je m'en éloigne. Est-ce que je chauffe ou est-ce que je refroidis? Et même si je refroidis, c'est pas grave, parce que ça me permet de mieux savoir, du coup, quelle est ma direction. Je vais essayer quelque chose, un état de conscience, et ça va toujours me donner de l'info sur moi-même. À chaque fois que j'explore un espace de ma conscience, ça va me donner une info sur moi-même, à travers le sentiment. Et ça va me permettre de m'orienter plus intelligemment dans la suite de ma vie. Donc, je vois vraiment des avantages énormes à ouvrir un peu plus cette activité de voyage délibéré dans la conscience. Donc, ce que certains appellent être psychonaute, c'est un mot que j'aime bien aussi, c'est pas moi qui l'ai inventé. On peut dire donc voyageur de conscience, nomade de la conscience, parce que ça élargit notre palette de possibilités et d'expériences vécues. Donc, à l'écoute du sentiment pour être toujours plus soi-même, parce que ça reste c'est le but ultime. Et ce qui nous attire, la vision la plus accomplie qu'on puisse se faire de nous-mêmes à chaque instant, en fait, elle grandit au fur et à mesure qu'on s'en rapproche. Donc c'est infini, en fait, ce chemin-là. Et tant mieux parce que c'est succulent. Et enfin, les offres que je propose, donc pour les personnes qui aimeraient en avoir plus. Donc déjà, toutes les 2 semaines, tant que je tiens ce rythme, là c'est le 11e webinaire, toutes les 2 semaines, je donne une petite conférence comme ça, une petite, pas si petite d'ailleurs, une conférence sur un sujet autour de la spiritualité, la psychologie et la mécanique de l'existence, notre mécanique intérieure. Donc ça, c'est gratuit et ça va continuer encore un moment. Et 2 offres payantes, une plutôt sur la durée, qui est une communauté en ligne, c'est 36 € par mois avec un essai gratuit d'1 semaine. Il y a une plateforme en ligne et il y a aussi un groupe WhatsApp qui fait un peu le lien. Et c'est disponible en appli sur le téléphone aussi, où du coup on peut échanger des ressources, des discussions autour de la spiritualité incarnée, parce que c'est ça que je travaille, comment petit à petit s'éveiller à ce que nous sommes plus largement que le personnage, et apprendre à marcher spirituellement. Il y a des thématiques d'exploration, il y a des outils, voilà. Et l'autre, qui est plus ponctuel, c'est un coaching transformatif. Ça s'adresse à des personnes qui se sentent prêtes à passer un cap. Donc quand on veut faire des changements importants dans la vie, moi c'est dans ce cadre-là que j'ai envie de travailler. Donc toujours avec ce genre d'outils dont on parle ici, mais là c'est vraiment spécialisé pour la personne. Il y a 6 séances pendant 3 mois, avec un suivi continu entre les séances aussi sur WhatsApp ou autre, hein, si vous n'avez pas ça. Le but étant de sentir les sentiments, toucher les croyances qui sont là, modifier les croyances, se réaligner pour que la vie soit de plus en plus ouverte, lumineuse, facile, et que notamment notre passion et notre vocation puissent se faire sentir de plus en plus clairement, et donc qu'on puisse déployer la joie dans le monde, quoi. Ça, c'est le but. Et si vous voulez, je vous propose une découverte gratuite avec une petite séance de 3/4 d'heure, gratuitement avec moi en visio, après un petit test en ligne, sur un profil énéagramme en 3 dimensions, donc il y a un concept un peu nouveau. Voilà, tout ça, c'est sur mon site uniliance.fr. Et j'organise aussi des retraites spirituelles. Si ça vous intéresse, c'est pas ici, mais contactez-moi si vous voulez faire partie d'un petit groupe où sur quelques jours, on va creuser des états d'être et déployer la lumière, essayer de sentir des choses nouvelles qui vont nous élargir et qu'on va pouvoir amener ensuite dans le quotidien. Voilà pour ça. 22 heures finalement. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à vous 3 qui êtes présentes. Et je vous retrouve dans 2 semaines, ou plus tôt pour certaines,
pour un autre sujet et je mets à jour sur mon site web le sujet du prochain webinaire dès que j'ai l'inspiration qui est venue. En général, c'est à peu près une semaine à l'avance, donc environ dans une semaine, j'écrirai sur mon site le sujet du prochain webinaire. Merci et bonne soirée. Merci Étienne. Merci, bonne soirée. Merci Véronique. Bonne soirée Aline, bonne soirée Véronique. Bonne soirée.